Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Donc pendant cette session, on va parler de résolution de problèmes et pas mal de systémique aussi. C'est un peu, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu mon dada depuis pas mal d'années. J'adore ça, ça m'éclate. Donc j'espère vous transmettre aujourd'hui en quoi ça m'éclate, comment ça m'éclate, et j'espère que vous apprendrez des petites choses aussi. Pour commencer, on remercie les sponsors évidemment, puis l'organisation qui m'a dépanné là, en 2 minutes chrono, malgré les mauvaises blagues qui mettent un peu en stress avant le démarrage. Mais non, c'est cool, heureusement qu'ils sont là, qu'ils animent, qu'ils préparent tout ça, qu'ils organisent tout ça, puis bien sûr les sponsors. Donc je vais commencer directement par me présenter. Donc moi je suis Arnaud Gervais, je suis coach agile à la Massif, et je vais vous raconter très rapidement, parce que c'est pas l'objet de la conférence, mon histoire, mon expérience, et à travers 2 chocs. J'aime bien me décrire comme ça, je trouve ça assez parlant, et je le vis vraiment comme ça. Donc j'ai commencé développeur en 2001, et j'ai eu un premier choc en 2007 que je peux appeler le choc agile. Donc j'ai commencé à tester des choses avec l'équipe dans laquelle je bossais à l'époque, et ça a vraiment été un choc puisque ça a changé ma façon de voir le travail. Mon travail de développeur, je l'ai vu complètement différemment, donc c'était un premier choc. Le deuxième choc, c'était en 2016. Donc là, j'étais passé du coup à des rôles agiles, de Scrum Master, puis de coach agile où j'accompagnais les transformations. Et là, j'ai eu un choc systémique. Bon, alors ça veut pas dire grand-chose comme ça, mais ça a, disons, changé ma façon de voir le changement et même le monde en général, puisque ça m'a apporté un regard différent sur ce qui m'entourait. Donc cette notion de systémique, et voilà. Donc évidemment ça a changé moi ma façon de voir mon travail aussi, d'accompagnement, de transformation et d'accompagnement du changement. Mon moteur, c'est d'apprendre, j'adore ça, donc c'est pour ça que ça m'a fait kiffer pendant des années de chercher des choses, d'essayer de comprendre, d'apprendre. Ça c'est vraiment mon moteur, et j'aime beaucoup prendre du recul. Alors à l'époque, quand j'avais pas d'enfants, j'ai des enfants qui sont assez en bas âge, donc j'ai arrêté de faire des voyages. Ça, c'était au Népal. Ouais, j'adore les voyages, j'adore prendre du recul. Par exemple, ce matin, là, pour la keynote, moi, j'étais tout au fond. J'aime bien me mettre un peu derrière et regarder de loin. Je pense que ça me correspond pas mal. Pourquoi je vous dis ça? Pas juste pour parler de moi, mais parce que justement, l'approche systémique, et ce que je vais essayer de vous montrer, moi, ça m'aide à prendre du recul. C'est pour ça que ça me parle beaucoup. Et je vais essayer, pendant cette petite heure qu'on est ensemble, de vous transmettre et de vous peut-être donner cette envie de creuser, d'aller plus loin, puisqu'on va évidemment survoler ce domaine qui est juste passionnant, mais juste énorme. Donc le titre de la conférence, c'est « Si nos solutions pour résoudre les problèmes complexes étaient le problème ». Et puis on est, alors j'ai choisi cette image-là parce qu'on ne sait pas trop où on va forcément, c'est pas mal de nuages et pas mal de flou, mais on avance et on apprend. Alors une petite question d'abord à vous poser, c'est lorsque vous êtes confronté à un problème, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous casser les dents dessus? Non? Merde, sortez d'ici. Bien sûr, et à votre avis, dans ce cas-là, c'est quoi le problème? Pourquoi ça marche pas? Ouais. On prend pas assez de recul, merci, du coup, cool, on va essayer de prendre du recul ensemble et de regarder les choses différemment. Ouais, on n'y voit pas clair sur le problème, on ne sait pas pour où prendre le truc. C'est vrai que certains problèmes, ils peuvent être assez simples, comme, je sais pas, mon lacet s'est défait, je refais mon lacet, celui-là, je le maîtrise. Par contre, il y a des problèmes complexes en organisation, avec plein de choses qui s'imbriquent, etc. On ne sait pas trop par quel bout le prendre. On va partir d'un problème, un exemple que j'ai pris comme ça, un peu au hasard. Faut que je regarde là, en fait, c'est peut-être plus simple. C'est mieux quand je regarde par là. Donc le problème, c'est une équipe qui s'est engagée pour terminer un travail sur une période donnée. À la fin de la période, le travail n'est pas terminé et les personnes qui attendaient ce travail avec impatience, elles ne sont pas très contentes. Et l'équipe organise une réunion pour voir comment régler ce problème de retard qui se répète souvent. Là encore, j'essaie de choisir une image parlante, c'est des trains qui arrivent en retard. Il y a 2 lectures possibles. Souvent, il y a 4 lettres et ça commence par un S. Donc la SNCF ou SAFE. Voilà, donc les trains peuvent être en retard, ça arrive souvent.
Je vois que ça fait rire certains. On va suivre un peu ce parcours pendant ce temps qu'on est ensemble. On va voir donc des techniques classiques pour résoudre ce problème. Donc c'est des exemples, hein, on va pas trop rentrer dans le détail. On va essayer de prendre des lunettes systémiques pour voir ça et j'espère vous apprendre à la fin ou redécouvrir un outil systémique pour voir les choses différemment. Donc les techniques classiques. Ouais. Ouais, alors c'est effectivement ce qui a trait au système. Donc on va décrire un peu plus loin les systèmes. Effectivement, c'est des approches qui visent à voir comment comprendre et faire bouger ou faire changer les systèmes. Sinon, le terme de système est important. On va qualifier ça après avec les lunettes que je vous proposerai de chausser. Donc, première technique un peu bateau, un peu bête et méchante, on agit sur le symptôme. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a été en retard? On a découvert des choses qui n'étaient pas prévues pendant qu'on faisait le travail. Et donc, ça a généré du travail supplémentaire. Oui, je continue sans me perturber. Ça a marché. Du coup, dans ces cas-là, quelle solution pour tenir nos engagements? Eh bien, la prochaine fois, lorsqu'on va nous demander un engagement, on va prendre de la marge. On était en retard, on avait des imprévus, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la marge. Bon. Pourquoi pas, ça peut marcher, mais dans certains cas, ça marche pas. À chaque fois, je vais dire ça sur les techniques, parce que je veux pas vous dire ici que l'outil à la fin, il marche tout le temps et que les techniques classiques proposées avant ne marchent jamais. C'est pas du tout mon état d'esprit. Donc, dans plein de cas, là, ça peut marcher, ça peut résoudre nos problèmes, mais dans d'autres cas, on va pas être satisfait par ça. C'est ces cas-là que j'essaie de regarder avec vous. Si ça marche pas, ce qu'on aime bien faire, et là on commence à utiliser des techniques peut-être que vous connaissez déjà, typiquement les 5 pourquoi, on va aller chercher une cause racine, on va agir sur une cause racine. Là j'ai mis un exemple ici, voilà, pourquoi on est en retard, on a fait les mauvais chiffrages, pourquoi nos chiffrages n'étaient pas bons, parce qu'on a découvert des choses qui n'étaient pas prévues, pourquoi on a découvert des choses pas prévues, parce qu'on n'a pas assez préparé, pourquoi on n'a pas assez préparé, on n'avait pas assez de ressources pour préparer, et on n'avait pas assez de budget éventuellement. Donc là, j'ai joué le jeu des 5 pourquoi pour illustrer la technique. Là, pareil, je vous demande pas de juger l'exemple, il n'est pas forcément bon, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Donc souvent, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est quoi? On se rend compte que la cause racine de notre problème, là, c'est qu'on avait un manque de budget, on préparait pas assez avant. Donc la solution dans ce cas-là, et j'ai remis les 5 points qui illustrent les 5 pourquoi, ou en tout cas l'enchaînement des causes et des effets. Donc je vais demander du budget pour avoir des ressources supplémentaires, comme ça je préparerai mieux mon travail, j'aurai plus d'imprévus et je ferai des meilleurs chiffrages et je tiendrai mes engagements. Donc là c'est un peu moins simpliste que ce qu'on a vu avant. Et ça nous permet d'agir sur la cause racine. Ça, on a souvent l'habitude de faire ça, les 5 pourquoi. Dans certains cas, ça marche pas, et là, il y a quelque chose qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa, que vous connaissez peut-être aussi, certainement. Ouais. Oui, tu connais, je crois que tu voulais parler. Christian connaît le diagramme d'Ishikawa, ou arête de poisson. Là, on peut parler de causalité multifactorielle, donc on va explorer pourquoi on est en retard, donc c'est la même logique de penser que les 5 pourquoi, sauf qu'on va aller regarder différents domaines. Donc là, il y a l'exemple de l'arête de poisson un peu dans l'industrie qui est tiré du Lean. Donc les 5 dimensions, c'est méthode, matière, milieu, matériel, main-d'œuvre, qui est pertinent de changer quand on travaille dans le logiciel, parce que ça ne nous parle pas forcément trop, la matière, le matériel, la main-d'œuvre. Mais ça, bon, ça se fait très bien. Là, bon, j'ai pas fait le détail de la démarche, mais on pourrait trouver d'autres causes racines. Donc le manque de préparation, ça on avait déjà vu tout à l'heure. Éventuellement, la partie main d'œuvre, c'est les gens. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont pas assez formés, qui sont pas assez compétents. Le matériel, ça peut être nos outils qui sont pas adaptés à ce qu'on veut faire. Bref, on n'a pas forcément une solution comme on avait avant. On peut en avoir plusieurs. Donc préparer davantage, combler un défaut de compétence ou améliorer les outils. Ça c'est un peu mieux parce qu'on va explorer différents domaines, ça nous aide à y voir plus clair et à ouvrir nos chakras. Mais dans certains cas, ça marche pas beaucoup mieux non plus. Donc ce que je vous propose de faire par rapport à ça, c'est de chausser les lunettes systémiques. Donc normalement j'en avais mis sur les chaises avant, donc prenez vos lunettes systémiques. Si vous en avez pas, c'est peut-être sur les chaises du fond, je sais pas trop. Moi j'ai des lunettes, c'est facile. Vous allez voir, il y a des petits logos lunettes sur les slides après pour les apports systémiques.
Le premier rapport, c'est, alors vous allez voir dans l'approche systémique, moi c'est ce qui m'a beaucoup parlé aussi, c'est qu'il y a plein de phrases ou de phrases très courtes qui sont un peu chocs, assez impactantes et qu'on garde assez bien en mémoire. Donc la première, c'est le problème et la solution. Donc là, il y a l'école, donc la représentation, c'est les personnes de l'école de Palo Alto. Donc l'équipe Bateson, elle s'appelait, donc c'est dans les années 50. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a Gregory Bateson qui doit être le troisième en partant de la gauche. Puis j'ai rajouté Paul Václavic qui est l'auteur, en tout cas c'est celui que j'ai en tête moi pour cette citation, le problème et la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans cette école de Palo Alto, donc 1955, eux ils ont étudié donc l'approche systémique, la théorie des systèmes, c'était avant 1955. Eux ils ont voulu appliquer cette approche-là aux relations humaines. Voilà. Donc il y avait plein de disciplines différentes qui étaient représentées et ils ont beaucoup discuté sur ces sujets-là. Le problème et la solution, c'est quoi? C'est ce que ça veut dire, c'est quand on a un problème qui se répète et nos techniques pour résoudre le problème ne fonctionnent pas. L'idée, c'est d'essayer de se dire que le problème, c'est pas le problème en lui-même, c'est les solutions, les tentatives de solutions qu'on met en œuvre pour résoudre ce problème-là. Voilà, c'est leur stratégie d'une certaine façon pour essayer de résoudre des problèmes qui sont bien ancrés et qu'on n'arrive pas à résoudre quoi qu'on fasse. Et ça nous amène à nous dire deux choses par rapport aux problèmes qu'on avait avant avec nos techniques classiques de résolution de problèmes. C'est que peut-être que les solutions, donc en partant du principe que ce que j'ai dit avant ne fonctionnait pas, toujours. Peut-être que les solutions qu'on a mis en œuvre, donc préparer davantage pour ne prendre que celle-là, peut-être qu'en fait cette solution-là, c'est un problème pour quelque chose d'autre dans le système. Donc là, il y a un autre élément qui est important, c'est la partie système, c'est quelque chose de, c'est voir ça globalement. Peut-être que la préparation pour diminuer les retards, ça va régler un problème local, mais que globalement, on va déséquilibrer le système. Et puis le deuxième niveau de lecture, c'est pas sur les solutions qu'on met en œuvre à proprement parler, c'est sur nos techniques pour résoudre le problème. Donc le problème, dans ce cas-là, c'est peut-être tout simplement nos techniques et ce qu'on utilise pour résoudre ces problèmes, donc là en l'occurrence de retard. Donc ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de regarder justement pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on applique, pourquoi on va chercher une cause racine et pourquoi on a ce raisonnement qui nous amène à trouver ce type de solution. J'ai trois croyances que j'ai listées comme ça, qui nous amènent à faire ce qu'on fait. La première, c'est la pensée réductionniste. Donc là, le petit canard à côté, c'est le canard de Jacques de Vaucanson au XVIIIe siècle. Ça suivait en fait la pensée cartésienne et le traité de l'homme de Descartes qu'il a écrit un peu avant, au XVIIe siècle. Et cette pensée-là, c'est quoi? C'est une pensée réductionniste, une conception réductionniste de la vie. Donc en fait, là on voit que le canard, il est réduit à un ensemble de mécanismes, il s'appelle le canard digérateur, donc on représente la digestion du canard avec quelque chose d'assez simple. Donc en fait, la logique de cette pensée réductionniste et cartésienne, c'est de découper un gros problème, donc là en l'occurrence les systèmes vivants, donc les systèmes en sous-systèmes et en éléments plus simples. Ce mode de pensée-là, en fait, il est très présent. On est un peu tous formés à l'école comme ça. D'ailleurs, dire de quelqu'un qu'il est cartésien, je ne sais pas si on vous l'a déjà fait, en général, c'est assez valorisé. Être cartésien, c'est avoir une forme de logique, et on valorise beaucoup ça, les sciences, etc. Donc, ce que ça nous amène à croire ça, ou à penser quand on est autour des problèmes, c'est qu'on va essayer de résoudre les problèmes qui sont complexes en questions plus simples. Alors, on va voir tout à l'heure le parallèle en systémique, vous l'avez peut-être entendu déjà, moi je l'ai déjà entendu depuis hier, donc on dit souvent le tout est supérieur à la somme des parties. Là, dans cette logique réductionniste, on va plutôt penser que le tout est la somme des parties. Si je découpe le système ou le problème complexe en sous-ensemble, de comprendre les sous-problèmes va me permettre de comprendre l'ensemble. Donc le tout est la somme des parties. Et puis la logique aussi que ça peut nous amener à avoir, c'est que si j'améliore localement quelque chose, je vais améliorer globalement. Donc là, c'est des choses qui guident un peu nos façons de penser, de travailler. L'autre croyance, et là j'ai mis une devise Shaddock, donc nos croyances autour des problèmes et solutions. Donc, la devise Shaddock qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Bon, bien sûr, c'est parodique. On sait que c'est pas vraiment vrai, mais n'empêche que on est quand même, dans notre façon de penser, dans une logique, un problème, une solution. Et donc nos croyances sur les problèmes, d'autres phrases qu'on peut entendre ou qui peuvent germer dans notre tête régulièrement, c'est tout problème a une solution. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Magnifique. Cette logique de cause profonde aussi, qui nous amène à faire donc ce qu'on fait en technique de résolution de problèmes, c'est que finalement, quand j'ai un problème, pour le résoudre, il faut que j'aille chercher la cause profonde de ce problème-là, et si je trouve la cause profonde, je vais résoudre mon problème. Qu'est-ce que ça nous amène, ces croyances-là, à nous dire? C'est que finalement, tout problème a une origine, une cause profonde, une espèce de racine ultime. Derrière, il n'y a plus rien. C'est la racine, c'est là qu'est né le problème. Je force un peu le trait, mais vous voyez que c'est peut-être un raisonnement un peu limité. Et puis surtout, si je trouve cette cause, cette origine au problème, si j'agis dessus, par effet domino, mon problème va être résolu. Donc, je prépare mieux mon travail, tour de magie, hein, il y a un peu de magie quand même là-dedans, mon problème de retard va être résolu. Autre, on rechausse un peu, ou on garde nos lunettes systémiques, on parle de causalité linéaire. Donc, ce que j'ai décrit là, c'est un peu une logique de causalité linéaire. Donc, il y aura une causalité circulaire juste après, qui est une approche plus systémique des liens de causalité. Donc la causalité linéaire, c'est le fait de voir des liens de causalité univoques, donc dans un seul sens. Une cause, un effet, voilà, un problème, une solution. Vous voyez la démarche et la logique de pensée qu'on a encore une fois assez souvent. Ce qui nous aide pas non plus, enfin, ce qui aide plutôt à avoir cette logique-là, c'est le langage. Quand on commence à parler des problèmes et à discuter des problèmes avec les gens, là, à l'oral, on se parle forcément. Et le langage, il est quand même, je trouve, super linéaire. Sujet, verbe, complément, on fait des phrases, etc. Puis on met un point, puis on continue, etc. C'est super linéaire. Ça nous aide pas à voir, ça vous est sûrement déjà arrivé, quand on veut décrire, tu disais tout à l'heure, on ne sait pas par quel bout prendre le truc, quand on veut décrire un problème complexe, on peut vite se perdre parce que le langage, il ne nous aide pas vraiment à faire ça, ça manque de représentation. Donc ça nous amène à faire des liens assez simplistes et à ne pas voir forcément la complexité des choses. Bon, pourquoi? Parce que, voilà, une illustration. Pourquoi il y a un problème? Parce que, et donc là, la suite nous montre bien que c'est linéaire. Si je retourne sur nos techniques d'avant, j'ai jusqu'à quelle heure en fait? Midi 15, merci. Ok, merci. J'ai peur d'être en retard moi aussi. Pourtant j'ai un peu préparé. Donc retour sur la technique agir sur le symptôme pour illustrer. J'ai un problème de, voilà, j'ai pas de marge, donc je respecte pas mes engagements. Donc nous sommes en retard car nous avons de la marge. Si je le dis pareil à l'oral, si nous prenons de la marge, nous pourrons respecter nos engagements, nous serons plus en retard. Donc ça c'est une logique linéaire, cause-effet. Si je regarde agir sur la cause racine, c'est un peu le même délire en fait, hein, sauf qu'il y a plus d'étapes. Je vais passer directement à la suivante pour voir les 5 pourquoi. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit quand même. Ce sera peut-être plus parlant. Donc nous sommes en retard parce que nous manquons de budget pour préparer. Donc si nous préparons suffisamment, nous ne serons plus en retard. Et là on voit le côté très linéaire de la chose. Bon là j'ai rajouté une notion de budget, imaginons, pour l'exemple. Donc si j'ai plus de budget, j'aurai des ressources pour préparer, donc je préparerai davantage, ça me limitera les imprévus et je respecterai mes engagements. Et puis le dernier exemple, là que j'ai formulé, alors j'ai pas mis Ishikawa, là j'ai mis agir sur les causes racines. Il n'y en a plus une seule, il y en a plein. On est en retard parce que tout ça, donc si on fait tout ça, on sera plus en retard. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça reste, vous l'avez compris, dans la même logique de pensée. Donc conclusion sur ce mode de pensée linéaire. Agir sur le symptôme, ça marche quand même pas souvent, sauf si on a de la chance. Par exemple, ça peut marcher si on a de la chance. Je ne vais pas citer l'exemple, c'est pas forcément intéressant ici. Agir sur la cause racine, c'est mieux qu'agir sur le symptôme, ça on en est tous convaincus, mais dans certains cas ça marche pas. Et ça reste un peu simpliste, c'est ce que j'essaie de vous transmettre là. Et les causes racines, avec Ishikawa, c'est à peu près le même délire. Donc le problème que ça m'évoque à ce moment-là et que je vous propose de vous partager, c'est la pensée réductionniste qui nous guide, donc le découper les gros problèmes en sous-problèmes. Ça fonctionne bien en mécanique, mais pour les systèmes humains, pour les organisations, pour les problèmes qu'on a à résoudre au quotidien, alors en entreprise, au travail, mais aussi en perso, tout à l'heure je parlais du monde, donc dans le monde, les problèmes sont assez complexes. Et tout ça, cette pensée-là, elle montre ses limites.
Ça m'amène à qualifier, comme j'ai parlé de systèmes, ici, donc des systèmes plus complexes comme les systèmes humains, on va qualifier un peu les systèmes. Donc, l'étymologie de système, ça vient du grec systema, qui signifie donc ensemble organisé. Puis il y a un monsieur, alors ça c'était, je regarde mes notes, il est né en 1901, donc il y a beaucoup de gens assez 20e siècle, disons, sur la systémique. C'est un biologiste canadien d'origine autrichienne et il est vraiment aux origines de la théorie des systèmes. Donc il a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie générale des systèmes. Et lui, il qualifie un système comme un ensemble complexe d'interactions. Et j'ai mis un troisième exemple, même s'il y en a plein qui le qualifient de manière différente, mais Joël de Ronet, qui a écrit un bouquin, Le Macroscope, qui lui est un scientifique français, né dans les années 30, je crois. Il a décrit un système comme un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but. J'ai surligné pour montrer qu'il y avait des thèmes un peu communs. Donc on parle d'interaction, on parle d'organisation et on parle de but. C'est les trois termes que j'ai voulu mettre en avant. Et la logique de notamment Van Bertalanffy sur la théorie générale des systèmes, c'est qu'il se dit que réduire les gros problèmes en sous-problèmes, ça ne marche pas pour les systèmes complexes. Et donc, il explique qu'il faut faire autrement. Et il met en lumière l'importance des interactions. Et on peut parler à ce moment-là aussi de propriétés émergentes des systèmes. On a entendu parler de ça aussi, peut-être vous avez fait des confs qui parlaient un petit peu de ça. On va pas pouvoir déterminer et comprendre le comportement d'un système, ou d'un système humain par exemple, en regardant les comportements des éléments uniquement de ces systèmes. Il faut prendre en compte les interactions, puisque les interactions permettent à l'ensemble d'avoir un comportement qui n'est pas prédictible quand on regarde les éléments. J'ai mis une molécule d'eau pour illustrer. Si on regarde le comportement d'un atome d'hydrogène et le comportement d'un atome d'oxygène, on ne comprend pas le comportement d'une molécule d'eau. Donc une eau, par exemple, je sais pas, à 0 degré, en dessous de 0 degré, ça gèle. Ça, on ne peut pas vraiment l'imaginer si on ne prend pas en compte l'ensemble du système H2O. Et j'ai mis une troisième croyance, je vous ai dit qu'il y en avait une troisième, et j'ai encore trouvé une devise Shaddock qui je trouvais assez marrante par rapport à ces croyances qu'on peut avoir et qui nous amènent à faire ce qu'on fait. Donc je ne sais pas si vous la voyez, c'est en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et ça peut paraître pareil, un peu parodique, mais je trouve qu'on a souvent un peu ce mode de pensée. Et j'ai trouvé des citations, alors dans Retour vers le futur, il y a Doc qui dit souvent à Marty, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver. Et puis il y a aussi Napoléon qui a dit, quand on veut, on peut. Après, quand on peut, on doit, mais voilà, quand on veut, on peut. Ces deux citations-là, et puis la citation, c'est la devise Shaddock, je ne sais pas si elle vous parle, moi ça me parle pas mal. Je trouve que quand on est confronté à une difficulté, on a tendance à faire toujours plus, en fait, à toujours essayer de faire plus, et sans forcément prendre du recul, je vous dis que je veux bien prendre du recul, sur au fait pourquoi on a fait ça et pourquoi on a eu ce comportement-là. Donc si j'illustre avec les techniques exposées avant, le 1 pourquoi, donc le 1 pourquoi c'est en rester au symptôme, grosso modo, ça ne fonctionne pas, je vais essayer le 5 pourquoi pour trouver la cause racine, si ça ne fonctionne pas, je vais essayer le diagramme d'Ichikawa, ou pourquoi pas, je pourrais faire le 10, le 15 pourquoi, on pourrait aller dans... On pourrait faire toujours plus de ces choses-là. Pardon, j'avais soif. Et je remets des citations ici qui me parlent bien aussi de systémiciens. On retrouve Paul Václavic qui a dit « Toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat ». Donc peut-être que là, on fait des trucs un peu de genre là. Et puis il y a aussi Einstein qui a dit « La folie, c'est de faire toujours... » Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, en noir sur bleu, c'est pas terrible. Voilà. Donc je vais le lire. « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc là, évidemment, vous me voyez venir. Peut-être que nos techniques de résolution de problèmes, là, les 10 pourquoi, les 5 pourquoi, les Ishikawa ou quoi, si ça ne fonctionne pas une fois, il faut peut-être qu'on s'arrête et qu'on prenne du recul par rapport à ça. Et c'est peut-être, en fait, on fait peut-être toujours la même chose sans le savoir. Et faire toujours la même chose sans s'en rendre compte, ça m'amène à évoquer, pareil, très rapidement, un autre élément de l'approche systémique avec les types de changements, et j'ai mis la photo de Gregory Bateson qui était dans l'école de Palo Alto. Gregory Bateson, il dit qu'il y a deux types de changements. Il y a un changement qui est de l'ordre de l'adaptation et l'autre de la transformation. Donc le type 1, en gros, on change, mais on ne change pas grand-chose. Les règles du jeu restent les mêmes, donc finalement le système s'adapte, mais les règles du jeu restent exactement les mêmes.
Et puis le type 2, la transformation, c'est un vrai changement des règles du jeu. On peut, pour illustrer, donc lui là, il dit, alors je ne l'ai pas mis ici, mais il dit une phrase qui ressemble un peu, il dit plus ça change, plus c'est la même chose. Donc là, quand on est dans du type 1, en fait, on a l'illusion qu'on change plein de choses, mais finalement on change rien du tout. Donc on a l'illusion, en allant chercher la cause racine ou en faisant Ishikawa, qu'on fait des super techniques de résolution de problèmes, et dans certains cas, en fait, ça marche pas bien et on change pas grand-chose. Typiquement, quand le terme transformation, normalement, devrait pas mal parler. Quand on parle de transformation agile, évidemment, on change les règles. Donc, on est vraiment dans une logique de type 2. Et souvent, pour donner une petite illustration aussi ici, j'ai tendance à, quand je mets mes lunettes systémiques, à voir un peu les choses comme ça. Souvent, dans ce qu'on voit, on est dans un type 1. Je crois qu'Olivier en parlait, Olivier Mi en parlait juste avant moi. Un petit peu, on ne va pas changer grand-chose, on va mettre un coup de vernis, on change les rôles, on change les noms, on change le nom des réunions, on met un peu d'anglicisme, voilà. Mais finalement, les règles du jeu, du système, de l'organisation restent les mêmes. Donc c'est deux illustrations de ce qu'est un type 1, ce qu'est un type 2. Si je regarde ça, si j'utilise ça par rapport à notre exemple, les techniques que j'ai évoquées, finalement, c'est les mêmes règles du jeu, c'est un même mode de pensée réductionniste, les mêmes croyances qui sont derrière. J'espère vous l'avoir bien montré avant. Donc, c'est des changements de type 1. Qu'est-ce que serait un changement de type 2 ? Puisque l'objet de la conférence, c'est de voir, d'imaginer un petit peu autre chose. C'est justement la pensée systémique. Et la pensée systémique, là, j'ai mis deux éléments et on va arriver à un outil juste derrière. C'est le tout est supérieur à la somme des parties. Donc, prendre en compte le fait que ce n'est pas en étudiant les sous-éléments qu'on va comprendre le système, qu'on va comprendre le problème. C'est en regardant l'interaction entre tous les éléments du système pour voir ce qui émerge. Et on parle de pensée systémique, on parle aussi de pensée circulaire. Et là, vous allez me voir venir avec mon côté linéaire de tout à l'heure, et vous allez voir en quoi c'est circulaire. La pensée circulaire, c'est quoi ? C'est dans la logique de lien de causalité, c'est de voir les boucles de rétroaction. Et on va regarder ça ensemble juste après. Donc la causalité circulaire, remettez vos lunettes systémiques, c'est important pour y voir clair. C'est le fait de voir des boucles de rétroaction, qu'on peut appeler des feedbacks, on connaît bien ça en agile, entre la cause et l'effet. Donc je reprends mon illustration de tout à l'heure, une cause, un effet, je rajoute quelque chose, je rajoute un lien, la boucle de rétroaction. Je vais prendre un exemple qui est hyper parlant. Moi, c'est l'exemple qu'on m'avait appris il y a pas mal d'années quand j'ai été formé un peu à la systémique, c'est remplir un verre d'eau. La logique linéaire, c'est j'ouvre le robinet et le niveau de l'eau change, donc le niveau de l'eau monte. Donc ça, c'est remplir un verre d'eau dans une logique linéaire. Donc la cause, j'ouvre le robinet, la conséquence, l'effet, c'est que le niveau de l'eau augmente. En causalité circulaire, on va rajouter une boucle, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on considère que le niveau de l'eau, il a un impact aussi sur l'ouverture du robinet. Quel impact il a ? Ouais. C'est-à-dire quand on voit qu'on se rapproche du niveau voulu, donc en gros en haut du verre, on va fermer le robinet. Donc ça a un impact sur l'ouverture et sur ma main. Ce qui est déjà, alors ça paraît un peu bête comme exemple peut-être, et désolé pour la bêtise de l'exemple, mais ça aide à comprendre quand même quelque chose, je trouve. C'est que dans une logique linéaire, on est très anthropocentré. L'anthropocentrisme, c'est la philosophie qui fait de l'homme le centre du monde. Donc c'est je suis le maître du monde. Bon là, maître du monde, je remplis un verre d'eau, on ne va pas s'enflammer non plus. Mais malgré tout, quand je remplis le verre d'eau, c'est quand même moi qui maîtrise le niveau de l'eau et c'est moi qui maîtrise le truc. Dans une logique circulaire avec une pensée plus systémique, je ne vais pas voir les choses comme ça. Je suis un élément du système qui est influencé par le niveau de l'eau. C'est-à-dire que là, quand je regarde le système représenté comme ça, ce système très simple encore une fois, c'est autant moi qui a un impact sur le niveau de l'eau que le niveau de l'eau qui a un impact sur moi. Voilà, donc encore une fois, désolé pour peut-être la bêtise de l'exemple, mais je trouve ça assez marquant et ça paraît bête, mais ça aide à voir le monde autrement. Et j'y reviendrai en conclusion à la fin, mais là, c'est déjà un switch mental qui est hyper important. Quand on discute de problèmes avec les autres, c'est bien d'avoir ce recul-là. Dans la causalité circulaire, j'introduis une nouvelle chose encore, c'est il y a des sens de rétroaction. Il y a de la rétroaction positive et négative. Donc la rétroaction négative, toujours sur cet exemple de robinet, c'est mettre des plus et des moins. Et là, alors il y a une petite difficulté, mais on va s'entraîner ensemble. Donc le plus, ça veut dire que les deux variables, elles évoluent dans le même sens.
Le moins, ça veut dire que les deux variables évoluent dans un sens différent. Donc, levez la main si vous ne comprenez rien, parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut être un peu galère. Donc là, quand j'ouvre le robinet, plus j'ouvre le robinet, plus le niveau de l'eau augmente. Donc les deux variables augmentent dans le même sens. Plus le niveau de l'eau augmente, moins j'ouvre le robinet, puisque ça se rapproche de mon objectif d'un certain niveau. Donc pas plus haut que le vert, j'ai dit ça peut être ça l'objectif de ce système-là. Donc ça, c'est une rétroaction négative qui tend les systèmes à se réguler et à atteindre un niveau d'équilibre. Donc c'est pour ça que l'histoire du niveau de l'eau, elle est assez parlant. Donc les systèmes comme ça qui sont régulés avec une rétroaction négative, ils ont un objectif qu'ils essayent d'atteindre. Et là, il y a une façon un peu plus compliquée de représenter. J'ai rajouté une variable. Finalement, si on creuse un peu ce qui se passe, c'est le niveau de l'eau, que j'ai un niveau donc pas plus haut que le vert. Donc quand je vois visuellement en live que ça se rapproche, petit à petit, je vais fermer petit à petit pour arriver juste en haut. C'est OK là sur la rétroaction négative et sur les plus et les moins. La rétroaction positive, alors ça c'est un exemple un peu d'actualité malheureusement, en tout cas voilà. Les armes, alors on n'est plus dans la guerre froide, mais c'est un exemple de rétroaction positive, donc très très simple, facile à comprendre également. Plus il y a d'armes soviétiques, plus il y a d'armes US, plus il y a d'armes US, plus il y a d'armes soviétiques. Donc il y a un principe d'escalade avec de la rétroaction positive. Donc ça amène à amplifier les phénomènes, j'y reviendrai juste après. Bon là pareil, j'ai mis une illustration un peu plus compliquée. Comme ils voient les armes des autres, ils ont peur, donc ils se rajoutent des armes pour se protéger, c'est logique. Donc c'est un principe d'escalade. Et ça c'est un bouquin qui est super à lire. Ça parle pas que de systémique, mais quand même pas mal. Donc c'est la 5e discipline. Voilà, vous connaissez. Qui connaît la 5e discipline? Peter Senge. Bon, prenez-le, lisez-le. Ça parle d'organisation apprenante. Peter Senge, c'est un spécialiste du management et qui a écrit ce bouquin. Alors il est un peu moins vieux ce monsieur, il est pas encore mort, contrairement à tous ceux dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Et ce qui est génial dans son bouquin, il parle de 5 disciplines. La première, c'est la pensée systémique. Moi, c'est celle-là qui me branchait le plus, je ne veux pas parler des autres. En fait, les boucles de rétroaction, il décrit un langage de la pensée systémique qui nous aide à représenter les systèmes complexes. Le premier effet, c'est, vous allez voir, on va retrouver ce qu'on a vu avant, c'est l'effet amplificateur. Donc comme je l'ai déjà dit, en fait, ces systèmes-là, avec de la rétroaction positive, ils amplifient les phénomènes. Donc là, si on regarde que ça, en fait, ça ne s'arrête jamais. En fait. On a de plus en plus d'armes, et ça ne s'arrête jamais. Donc, on peut parler de cercle vicieux. C'est un truc qui ne s'arrête jamais, on n'a aucun moyen de s'en sortir. Ce qui est intéressant, je crois que c'est intéressant, voilà, c'est là, hop. Il y a un petit retard, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est un cercle vertueux aussi. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que moins, alors là, celle-là je ne l'ai pas encore faite, moins il y a d'armes soviétiques, comme il y a un signe plus, ça va dans le même sens, donc moins il y a d'armes américaines, donc moins il y a d'armes soviétiques. Il y a une illustration en ce moment, voilà, avec la triste actualité, j'ai eu ce regard-là, la désescalade dans le conflit en Ukraine, vous avez vu qu'ils essaient de faire d'abord un cessez-le-feu, je ne sais plus, de 30 jours sur un truc tout petit, sur les infrastructures énergétiques. Et donc la logique de désescalade, c'est on commence par un petit cessez-le-feu. Je ne suis pas expert militaire, donc s'il y en a, je suis mal barré. Mais j'ai l'impression en tout cas que la logique, c'est de faire un petit truc dans une logique de ça va enclencher quelque chose qui va permettre la désescalade et d'arriver, enfin c'est comme ça que je l'ai lu dans un article il y a quelques jours, on espère arriver à une paix durable en partant de ce petit truc au départ. Donc ça peut être vicieux, ça peut être vertueux. L'effet régulateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va réguler les systèmes. J'en ai parlé et je vais accélérer un peu parce que je pense quand même que je suis un peu à la bourre. Et le dernier, donc là, les impacts de ce truc-là, nous, alors si vous êtes agent du changement, ça va souvent empêcher le changement. La régulation, le fait que ça ne change pas, ça va nous laisser dans le même état. Et donc si on a envie de transformer le système, de changer les règles du jeu, on aura probablement plein d'effets régulateurs qui vont nous empêcher d'amener ce changement. Donc
en tant qu'agent du changement, ça va nous emmerder, ces effets régulateurs. Mais on peut le voir aussi positivement. Enfin, c'est les deux en même temps, en fait. Puisque la régulation, c'est ce qui permet aussi au système d'être stable. Et donc, on ne pourrait pas vivre si on était dans des systèmes complètement instables. Donc, c'est aussi positif que négatif. Il faut le voir comme ça. Et le dernier effet qu'il décrit, c'est l'effet retard. Et là, j'ai pris un exemple parce que je regarde Estelle, là, on est dans le même open space avec le thermostat et le chauffage. Moi, je suis sous le truc qui chauffe. Donc les gens, comme ils ont froid à l'autre bout de l'open space, ils montent jusqu'à 23-24. Moi, je crève de chaud. Je baisse le truc, mais eux, ils n'ont pas encore eu chaud parce qu'ils étaient vachement plus loin. Et pourquoi on a ce problème-là? Parce qu'il y a un effet retard. Donc là, une façon de le représenter, c'est de mettre ces petits trucs-là. Là, il y a un effet retard entre l'augmentation sur le thermostat et la température de la pièce et la température que ressentent les gens. Donc ça va avoir tendance à nous faire agir trop tôt parce qu'on n'attend pas que la température soit celle qui a été demandée. Donc ça, c'est un peu les effets retard. Ceux-là, ils sont bien chiants. Alors c'est aussi des causes de stabilité. J'aurais pu mettre un point positif. Mais ceux-là, ils sont particulièrement trompeurs parce qu'ils nous font prendre des décisions inappropriées. Par exemple, je vais remonter le chauffage encore plus alors qu'en fait, il fallait juste que j'attende et après, j'aurai trop chaud, donc je vais baisser, etc. Donc ça cache un peu les liens de causalité. Voilà pour les apports donc, systémiques. On va, par rapport à cette causalité circulaire, voir un peu un outil systémique qui s'appelle le diagramme de boucle causale, que j'utilise régulièrement, qu'on va essayer d'utiliser, enfin que j'ai utilisé en fait déjà, pour faire simple, et plus rapide. Et donc l'idée, c'est d'explorer cette pensée circulaire, cette pensée systémique, avec cet outil de boucle causale. Donc j'ai mis une représentation ici avec quelques exemples. Donc là, j'ai mis, alors j'ai changé en cours de route, désolé pour ça, ma représentation, pour que ce soit plus visuel. J'ai mis des liens rouges quand c'était des liens de causalité, enfin des liens négatifs. Donc là, si on essaie de lire ça, donc plus je prépare, moins j'ai d'imprévus, moins... Qu'est-ce que je dis là? Plus, ouais, non, c'est ça. Là, pardon, je me suis trompé tout seul. Donc, plus je prépare, moins j'ai d'imprévus, je change de sens, donc plus je respecte mes engagements. Ok? Vous l'avez? Ce que j'ai voulu représenter ici, c'est une boucle amplificatrice. Peut-être que plus on prépare, plus on va préparer. Parce que plus je prépare, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher, peut-être qu'à un moment donné, mes clients, ils auront moins confiance. S'ils ont moins confiance, ils vont me demander plus d'engagement. S'ils me demandent plus d'engagement, moi j'ai peur d'échouer, donc potentiellement j'ai préparé encore plus. Je sais pas, j'ai pas illustré ça comme ça tout à l'heure, mais moi je vois régulièrement ça dans des trains safe, où les gens arrivent au PI planning, ils ont déjà tout préparé, ceinture et bretelles, il n'y a même plus besoin de faire du PI planning. C'est pas trop la logique de ce qu'on essaye de faire avec cette pratique du PI planning. Et donc j'avais ce sentiment-là, c'est de là aussi que venait cet exemple que je voulais prendre, que plus on prépare, et c'est pas forcément la bonne solution. Et puis ce qui est génial, et ce qui est à un moment donné, il faut s'arrêter aussi, c'est qu'on peut complexifier les représentations. Et donc là, j'ai complexifié un peu, je vais essayer d'être clair. Là, j'ai représenté 3 boucles qui s'amplifient. Donc celle-là, c'est celle de tout à l'heure, qu'on pourrait appeler je vais faire un torticolis, je vais plutôt regarder ici, le coût de la préparation. La boucle numéro 2, elle est ici, et on va la lire ensemble. Donc plus je prépare, plus je génère de la doc. Okay, il y a plein de gens qui préparent. Là, parfois, il y a une armée de préparateurs ou d'analystes. Ouais, ils préparent, donc ils font la doc grossit. La doc grossit, donc quand on réalise la chose, comme on suit la doc, on ne va pas forcément apprendre, on ne va pas se faire les dents sur le truc. Donc l'apprentissage a tendance à baisser. Donc les compétences baissent, donc potentiellement sur le long terme, on va augmenter les coûts parce qu'on a moins de compétences. En tout cas, on ne va pas gagner sur cette partie-là. Donc celle-là, je l'ai appelée la boucle amplificatrice du coût de la documentation. Et puis la troisième, pour illustrer, quand je prépare beaucoup, je vais avoir tendance à augmenter mon time to market, puisque j'ai passé beaucoup de temps à préparer, je n'ai pas vite testé. Donc si j'augmente mon time to market, je vais pareil apprendre pas beaucoup. Ça pareil, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qu'on essaye plutôt de faire avec les approches agiles, c'est d'aller vite sur le marché, parce qu'on apprend plus vite. Donc là, on apprend moins vite, et là, on retombe dans la même boucle que tout à l'heure. Ça se rattrape ici, mais ça s'amplifie. Donc grosso modo, pour voir une boucle amplificatrice, donc qui amplifie le phénomène dans lequel on est, c'est un nombre pair de liens négatifs, une façon de s'y retrouver. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 liens rouges. Là, pareil, donc c'est une manière de s'y retrouver.
Il reste combien de temps, là, Christian? 10 minutes, un truc comme ça? L'impact de ça, c'est quoi? C'est qu'à court terme, préparer plus, c'est plutôt pas mal, puisque ça me permet de respecter les engagements. C'est ce que j'ai représenté là-bas. À court terme, j'ai mis une armée de gens qui préparent, j'ai limité les imprévus, je respecte les engagements. Mais peut-être qu'à long terme, si je prépare plus, ça va générer de la doc et limiter l'apprentissage des équipes, et ça va augmenter le coût des changements futurs. Puis comme c'est des boucles amplificatrices, plus on prépare, donc encore une fois, ça c'est réducteur, c'est un système, c'est une représentation du système, donc c'est faux comme c'est vrai, mais je peux être dans un cercle vicieux. Et donc là, on retombe sur notre phrase de tout à l'heure, alors le problème est la solution, ou la solution est le problème, puisque finalement, ma solution de préparation, finalement, à court terme, c'est une solution, mais sur le long terme, ça va être un problème. J'ai rajouté un peu de complexité pour finir sur cet exemple-là. J'ai rajouté les erreurs. Donc peut-être que préparer plus, ok, j'ai vu que c'était un problème sur le long terme, donc on pourrait se dire, tiens, je vais préparer moins, en tout cas je vais essayer de plus vite aller en prod, mais peut-être que préparer plus, ça limite les erreurs et ça va augmenter les primes. Donc là, j'ai rajouté un lien. Peut-être que si je prépare beaucoup, je vais faire moins d'erreurs, et si je suis dans une culture ou dans une boîte où il y a des règles du jeu du style, plus je fais d'erreurs, moins j'ai de primes, ou plus je fais d'erreurs, plus j'ai de réprimandes, plus je me fais gronder parce que c'est pas bien, il faut trouver un coupable, peut-être que finalement, préparer plus, c'est une solution aussi. C'est un problème pour nous, a priori, en tant qu'agilistes. On n'aime pas trop faire ça, on préfère aller plus vite en prod. Mais pour le système dans son ensemble, qui est fait de réprimandes, de culture du coupable ou de assez peu de droit à l'erreur, peut-être que ce problème local de surpréparation, en fait, c'est une solution pour le système dans son ensemble. On peut parler d'homéostasie du système à cet endroit-là aussi, c'est-à-dire que, alors j'ai pas parlé d'homéostasie, je qualifie rapidement ça donc un peu la résistance au changement. Si j'essaie de proposer de préparer moins dans ce cas-là, là je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire, etc. Et donc qu'est-ce que ça risque de provoquer? Donc l'homéostasie du système, c'est-à-dire que le système risque de tout faire pour ne pas préparer moins, puisque préparer moins, on l'a vu avant, ça va impacter le fait de faire des erreurs au départ, donc de se faire réprimander et puis d'avoir moins de primes à la fin. Donc le système risque de réagir négativement si on veut du changement, et on revient là sur l'effet régulateur de tout à l'heure. Le système va se réguler tout seul et il n'acceptera pas le changement que j'essaierai d'introduire. Donc pareil, pour regarder ce que pourrait être un changement de type 2 et une transformation dans ce cas-là, ce serait de travailler sur ces liens-là. Donc peut-être que changer les règles du jeu du système à ce moment-là, donc avoir une vraie transformation, c'est pas de plus préparer, moins préparer, mais c'est d'aller travailler sur ces liens-là. Donc bouger ces liens-là, c'est par exemple ne plus avoir un système de primes qui est lié aux erreurs qu'on peut faire, ou d'avoir moins de réprimandes quand on fait des erreurs. Autre chose encore là-dessus, c'est, je vous parlais tout à l'heure on peut voir les choses, le système, lui, il n'est pas bon ou mauvais, il peut se lire dans les deux sens. Il peut se lire comme ça aussi, à court terme, si je prépare moins, ça me permet de ne pas respecter les engagements. Bon là, c'est pas cool, mais n'empêche que ça peut être un peu ce qui se passe si j'accepte de ne pas trop préparer et d'aller vite en prod. Ouais, au départ, je vais peut-être me planter beaucoup. Par contre, à long terme, donc là, j'ai rayé pour que ce soit clair par rapport à ma slide un peu avant. Si je prépare moins, je vais limiter la doc et augmenter l'apprentissage des équipes. Et je vais limiter le coût des changements futurs. Et puis en plus, moins je prépare. Donc là, je suis plus dans un cercle vicieux. Et donc là, ce que je voulais préciser aussi, c'est que le système, lui, quand on le représente, il n'est pas bon ou mauvais, il n'est pas bien ou pas bien. Alors il est les deux à la fois, ou il est ni l'un ni l'autre. En fait, lui, il n'a pas d'avis, entre guillemets, on peut le lire dans les deux sens. Il y a quoi, voilà. Dernier rapport avant ma conclusion, Peter Senge, donc il a décrit ces 3 éléments de langage qui permettent de décrire les systèmes. Il a décrit aussi des archétypes, donc des modèles de comportement des systèmes. Donc là, je vais pas tous les lire, mais je vais faire le zoom sur un. Et ce qui est pas mal en les regardant, c'est qu'on a l'impression de voir ça assez souvent, et notamment le remède anti-symptômes. Et je vais essayer de l'illustrer avec ce qu'on a fait, l'exemple que j'ai pris. Donc le remède anti-symptôme, il peut se représenter comme ça. Donc on a un symptôme, un problème, et on a 2 façons de le résoudre. On a le remède anti-symptôme, qui est le remède assez simple, assez facile, et la technique standard et logique.
Et donc là, vous voyez, il y a un lien noir et un lien rouge parce que quand on a le problème, on applique le remède de plus en plus et ça permet de réguler, donc de limiter le problème. Et puis on a une solution de fond qui souvent est un peu plus compliquée, donc j'ai rajouté un petit effet retard. La solution de fond, là, je reprends mon exemple de temps de préparation, ça va prendre un petit peu de temps. Si je veux apprendre, etc., l'apprentissage, ça prend du temps. Le problème du remède anti-symptômes, c'est qu'il y a un effet secondaire, souvent qu'on ne voit pas, parce que j'ai remis un effet retard ici. Le remède anti-symptômes, en fait, souvent, il y a un effet secondaire qui va nous empêcher, sur le long terme, d'adresser la solution de fond. C'est en ça qu'il est hyper vicieux. Et donc, il y a plein d'effets retard de partout qui nous empêchent, comme je disais tout à l'heure, de voir en fait, ce lien de causalité. Pour illustrer avec notre exemple, bon là, j'ai vachement simplifié le système, mais deux façons de résoudre mon problème de retard. Soit je prépare plus, soit je fabrique vite. Préparer plus, alors en tant qu'agiliste, nous normalement on se dit, bon je reviens pas là-dessus, qu'on essaie plutôt de fabriquer vite. Si je prépare plus, j'augmente les coûts, je diminue la confiance, le droit à l'erreur diminue, et donc sur le long terme potentiellement, je risque de me tirer une balle dans le pied et de diminuer la capacité de l'organisation à fabriquer plus vite et à avoir une culture plus agile. Voilà, c'est une illustration. Les archétypes, il y en a plein d'autres qui sont vraiment passionnants, ça pourrait être l'objet d'une autre conf. En conclusion, sur cette technique-là, c'est que la solution, donc c'est le problème, mais la solution d'aujourd'hui, c'est le problème de demain. Donc préparer plus, ça peut être la solution, mais ça va augmenter les coûts sur le long terme. Donc la solution d'aujourd'hui, c'est le problème de demain. Puis le problème de l'agiliste, qui est par exemple préparer plus, bah, c'est la solution pour le système. Puisque finalement, ça permet aux personnes d'avoir plus de primes. Et puis, je vous ai dit aussi que le système, il n'était ni bon ni mauvais et qu'on pouvait le lire dans les deux sens. Donc, ça peut amener, quand on commence à regarder un peu les systèmes et les problèmes, à se prendre un peu la tête et à plus y comprendre grand-chose. Je voulais vous partager aussi un exemple d'outil. On va passer vite là-dessus. Ça s'appelle Loopy. Ça permet de jouer le truc, de faire un play et de voir les choses qui montent et qui descendent. Et notamment là, j'ai représenté voilà, voir l'effet de la surpréparation sur le court terme. Donc quand on prépare, on respecte les engagements. Quand on ne prépare pas, on ne les respecte pas. Et de voir ça sur le long terme. Donc là, on voit que j'en suis où là, surpréparation long terme. Donc quand on prépare beaucoup, c'est pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les variables qui sont à bloc, c'est le coût du changement, et c'est les primes qu'on a à bloc et pas beaucoup de réprimandes. À l'inverse, si je sous-prépare sur le long terme, bah, je vois que là, je vais faire plus d'erreurs et avoir plus de réprimandes. Donc ça, c'est un petit outil qui permet de jouer le truc. Là, les effets retard dans cet outil-là, c'est le fait de mettre loin les variables les unes des autres. Puisque les petites flèches que vous voyez là, en fait, elles bougent et donc elles mettent du temps à impacter la variable d'après. Pour ça qu'il y a voilà. Donc les conclusions, les vraies conclusions cette fois-ci, non pas sur l'outil, mais globalement sur ce que je vous ai raconté, c'est que notre façon logique de résoudre les problèmes, bah, finalement, ça peut devenir un problème pour les problèmes complexes. Donc la façon logique, c'est ce à quoi on a été formé, la pensée réductionniste, etc. La pensée systémique, ça permet d'appréhender la complexité, et ça met, ce qui est intéressant, c'est que ça met le focus sur le comment plutôt que sur le pourquoi. Donc on va plutôt regarder avec ces systèmes-là comment se comporte le système, on va l'observer, plutôt que d'essayer de trouver pourquoi il se comporte comme ça. Donc c'est plus, ça va nous amener à regarder ensemble comment ça fonctionne, plutôt qu'à trouver un coupable et à trouver pourquoi ça ne marche pas. Et la troisième là-dessus, c'est que le diagramme de boucle causale, c'est donc un outil qui aide à mettre en œuvre une pensée systémique. On peut très bien mal l'utiliser, cet outil-là. Il faut vraiment être dans une logique de prise de recul, mais ça aide quand même de voir ces liens de causalité. Là. Donc effectivement, la logique, ce qu'il faut retenir des diagrammes, c'est qu'on va regarder les boucles de rétroaction et les liens et la complexité de toutes les variables entre elles. Un diagramme de boucle causale, ça aide à identifier les causes de non-changement et les potentiels de changement aussi. Donc les causes de non-changement, c'est les phénomènes de régulation qui bloquent le changement, mais aussi les potentiels de changement. Juste là-dessus, ce qui est pas mal, c'est que ça permet de voir, dans un diagramme, on voit comment augmenter ou diminuer, avoir un impact sur une variable, mais aussi sur les relations entre les variables. Donc, tout à l'heure, sur le droit à l'erreur, là, je vous ai dit, l'idée, ce serait de casser ce lien entre erreur et prime.
Donc c'est en ça qu'on change vraiment les règles du jeu du système. Ça aide à communiquer sans juger. Donc communiquer sans juger, moi j'ai un petit exemple à donner. J'avais accompagné un Scrum Master il y a assez longtemps bref, sur un exemple de son animation, je ne savais pas trop comment lui amener ce que j'avais vu. Et plutôt que de lui dire là tu aurais pu faire ça, tu aurais dû faire ça, etc., ou je ne savais pas trop comment m'y prendre, on a fait une représentation du système comme ça. Et en fait, on n'était pas l'un en face de l'autre. Et moi, où je pouvais me retrouver dans une posture, où en tout cas lui pourrait pu sentir que j'étais en train de le juger ou de le critiquer, ou en tout cas d'avoir un avis sur comment il fonctionnait, mais on était tous les deux l'un à côté de l'autre, en train de regarder le système, comment il se comportait. Et on voyait les liens et en quoi lui, voilà, on regardait ça vraiment d'un œil extérieur. Et donc ça aide beaucoup à communiquer. Ça reste une construction de la réalité. Pareil, un autre exemple là-dessus, alors sur une problématique de retard en plus avec en gros des métiers de l'IT, j'avais fait cet exercice-là avec le métier d'un côté puis avec l'IT de l'autre. Vous imaginez le résultat? Le métier, il trouvait que c'est à cause de l'IT le problème. Il y avait des variables qui disaient ils sont nuls à l'IT. Puis à l'IT, c'était le pareil, c'était parce que les métiers, ils fournissaient pas les éléments à l'heure, etc. J'ai trouvé ça rigolo, je me suis dit merde, ils décrivent le système différemment. Donc il faut bien avoir en tête que le système, ce qu'on représente, ça reste une construction de la réalité. Ce que ça m'a amené à faire dans cet exemple-là, c'est de mettre les gens ensemble. C'est qu'ils partagent autour alors ils ont partagé chacun leur diagramme, et puis ils en ont fait une représentation commune. Donc ça les a aidés à communiquer, à se comprendre sans juger, et en ayant en tête que ça reste une construction de la réalité. Comme Olivier aussi disait tout à l'heure, plein de gens sûrement dans la conf, dans l'événement, voilà, les modèles sont faux, mais ils nous aident quand même à avancer. Et puis la dernière chose, c'est ici, c'est que c'est quand même super agile. Je voulais terminer là-dessus. Pourquoi c'est super agile? Parce que quand on observe le système, là, ça nous fait une belle jambe. Comment on agit là-dessus? En fait, on va faire des hypothèses. On va se dire, je vais bouger cette variable ici, je vais essayer de casser ce lien-là, je vais travailler là. Et puis on va essayer. Et puis on va tester, puis ensuite on va regarder comment le système réagit, et potentiellement on va modifier, améliorer notre représentation par rapport à ce qui se passe vraiment. Donc c'est en ça que c'est super agile, c'est que je trouve qu'en tout cas moi, ça me guide, ça m'aide à faire des expérimentations et à tester, et en étant assez humble par rapport à ça. Donc puis individu et interaction aussi. Olivier, pareil, on a parlé tout à l'heure. On parle d'interaction en systémique, c'est la première valeur du manifeste. Donc ça nous amène à penser à ça. J'ai mis quelques références si vous voulez. Bon, alors j'enverrai les slides comme tout le monde, vous pouvez regarder. J'ai mis les bouquins un peu dont j'ai parlé. Il y a Donner l'amidose aussi, Thinking Systems, qui donne 10, je crois, ou 11 leviers pour agir sur le système. C'est pas mal. J'ai cité aussi Christophe Kéromen, qui n'était pas là cette année, mais que certains d'entre vous connaissent, qui parle beaucoup de systémique, un meet-up, un regard systémique sur l'entreprise, un parcours de formation là-dessus, qui est un peu mon mentor sur le sujet. Donc je le cite. Arnaud Tonnelet aussi sur LinkedIn. Moi, je me suis mis, alors j'avais écrit des articles à une époque, mais qui sont sur le blog de mon ancienne boîte, j'ai du mal à les retrouver. Par contre, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, à m'envoyer vos feedbacks aussi. Et puis on peut en parler là. J'avais aussi comme idée pour cet après-midi, juste pour finir, pendant le forum ouvert peut-être, parce que ça peut paraître assez théorique, peut-être pas très parlant, donc j'espère en parler avec vous. Et cet après-midi, on peut essayer de tester les diagrammes de boucle causale sur ce que vous voulez, des problèmes que vous avez, ou sur même des problèmes de société. on peut faire des gros délires là-dessus, ça peut être marrant. Donc on peut tester cet après-midi au forum ouvert. Et merci pour vos feedbacks. Ouais, c'est bon. Merci, j'ai fini. On a complètement explosé le temps, mais